Les chaises de Bryant Park. Vous connaissez sans doute les fameuses chaises vertes du jardin des Tuileries à Paris. C'est tout l'inverse de ces assises indestructibles aux pieds coulés dans le béton que l'on voit émerger un peu partout, mais qui restent en général désespérément vides. Quand on arrive aux Tuileries, on se saisit de sa chaise pour la déplacer au soleil et la tourner vers un comparse ou juste la décaler de quelques centimètres dans une position bien à soi. Libre de toute contrainte, elle est appropriable et se laisse domestiquer. Et ça marche. Les chaises de Bryant Park à New York sont du même fabricant français, mais d'un autre modèle, plus léger. Elles symbolisent la réussite d'un espace public massivement approprié par les habitants, qui l'envahissent au moindre rayon de soleil. Pourtant, rien ne destinait ce parc à un tel succès. Pendant les années 1970, c'est au contraire un lieu malfamé, fréquenté essentiellement par les trafiquants de drogue. Le rapport écrit par William H. White en 1979, que nous publions pour la première fois dans une traduction française, faisait un état des lieux particulièrement sombre. Mais il faisait aussi des propositions qui ont donné lieu à un projet de rénovation qui a transformé ce lieu de perdition en oasis urbaine. Fondé sur un travail d'observation minutieux des usages, il propose de renoncer à des aménagements matériels et esthétiques pour miser sur des ajustements plus ponctuels et une animation des lieux associée à un véritable effort de gestion. Ces chaises qu'il faut déployer, ranger, entretenir ou remplacer en permanence symbolisent l'attention nécessaire pour faire vivre un espace public hors du commun. Les efforts de gestion permettent d'offrir un service de qualité qui lui-même permet une parfaite appropriation et donc l'arrivée du public, qui permet elle aussi de pacifier les lieux. Le travail de William H. White sur Bryant Park est le point de départ du mouvement du placemaking, qui a initié une vague de renouveau des villes d'Amérique du Nord. Je vous invite à écouter mon échange avec Jérôme Barth, qui a travaillé une quinzaine d'années à Bryant Park. Il est aujourd'hui associé de Belleville Placemaking qui intervient aux États-Unis et au Canada. Et vous pouvez bien sûr commander dès aujourd'hui notre traduction du rapport de William H. White qui constitue la 4e édition des cahiers de Dixit.net. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Jérôme Barth, bonjour. Bonjour. Jérôme, tu es urbaniste et aujourd'hui associé de Belleville Placemaking, qui intervient aux États-Unis et au Canada. Tu vas nous parler de tout ça. Mais je voulais surtout qu'on échange autour de la transformation d'un lieu emblématique de New York, à quelques encablures de Times Square, Bryant Park. Alors, commençons peut-être par le commencement, Belleville Placemaking. Donc, on trouve placemaking, ce terme, ce concept qu'on entend pas mal finalement, plutôt dans la littérature anglo-saxonne. Qu'est-ce que ça veut dire, le placemaking ? Alors, le placemaking, c'est vraiment un terme qui a les épaules larges. On peut mettre toutes sortes de choses là-dessus. Fondamentalement, on peut aussi parler d'urbanisme tactique jusqu'à un certain point. Moi, je l'utilise de manière un peu plus large. Mais le placemaking, c'est l'art ou la technique d'attirer les gens vers des lieux à travers une programmation riche, à travers une maintenance, un entretien de grande qualité, et puis vraiment une attention aux détails de la vie de l'espace au jour le jour.
Et un petit peu comme un cuisinier qui rajouterait du sel, du poivre, ou qui ajusterait ses ingrédients, une capacité à agir sur ce qui se passe dans l'espace public au jour le jour pour que ça reste, ou pour que ça soit ou devienne une destination. Et nous, ce qu'on fait aussi à Belleville, c'est vraiment, on ajoute, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui savent faire ça de mieux en mieux, et surtout dans le milieu anglo-saxon, aux États-Unis, au Canada. Mais pour que ça reste pas quelque chose de temporaire, ce qu'on voit, c'est qu'il faut se doter de structures de gestion adéquates et de programmation adéquate pour que ça devienne pérenne, hein. Et donc nous, on accompagne nos clients à mettre en place ce genre de structure et de capacité et de connaissances pour pouvoir faire en sorte que leur place, leur parc, leurs espaces publics marchent vraiment bien. Oui, donc Et on est Bryant loin. Park, Et donc Bryant Park, c'est l'exemple prototypique de ce phénomène, parce que c'est un peu là que tout a commencé, hein, dans les années 80-90. Alors, on va y venir justement à Bryant Park. Et en fait, tu m'as fait découvrir un rapport, un petit rapport, hein, absolument passionnant sur cet espace public, qui a été écrit en 1979 par William H. White, qui faisait un état des lieux à l'époque, donc juste avant les années 80, particulièrement sombre. Tu vas nous raconter ça, mais il faisait aussi des propositions d'action. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de ce parc qu'on va prendre évidemment comme un lieu intéressant en soi, mais aussi comme un exemple ou un emblème de la naissance du placemaking? Oui, volontiers. Donc Bryant Park, c'est un endroit c'est difficile d'imaginer un contraste plus grand entre ce que c'était à la fin des années 70 et ce que c'est maintenant. Alors on parle d'un espace d'à peu près un peu plus de 2 hectares, juste derrière la bibliothèque de New York, le siège principal de la bibliothèque, qui est un bâtiment un des plus beaux de la ville de New York et des États-Unis, au coin de la 42e rue et de la 6e avenue, donc vraiment au cœur de Midtown à Manhattan, du centre des affaires, un lieu emblématique, et c'est à un bloc de Times Square aussi, donc vraiment, on ne peut pas imaginer un endroit qui ait plus de passage, hein. C'est comme si on parlait de l'Arc de Triomphe, hein, si on veut, à Paris. Et c'était devenu un lieu qui était totalement dominé par une petite pègre, la criminalité ordinaire, prostitution, drogue, etc. Et à l'époque, le Andrew Heiskell, un monsieur qui s'appelle Andrew Heiskell, qui était le président du conseil d'administration de la bibliothèque, cherche de l'argent pour rénover la bibliothèque. Donc on sait, New York, à cette période-là, est une ville en perte de vitesse complète. Elle perd de 8 millions d'habitants, elle passe à 7 millions d'habitants, elle perd 1 million d'habitants en une décade. La ville est en état de banqueroute. Le crime est à des niveaux records, hein, plus de 5000 meurtres par an quand même. Et tout le monde un peu abandonne l'idée de la ville. Mais lui, il continue à se battre pour ça. Donc il va voir le fonds Rockefeller. Il y a énormément de fonds philanthropiques avec beaucoup d'argent aux États-Unis et particulièrement à New York. Et ils lui disent, écoutez, on veut bien vous donner de l'argent pour la bibliothèque, mais ça sert à rien d'investir dans la bibliothèque si on ne résout pas le problème du parc, parce que les gens ne vont pas y aller. Ils ont trop peur. Et donc, ils décident de résoudre le problème du parc également. Et ils engagent cet anthropologiste, William H. White, qui fait un rapport saisissant, hein, je crois qu'on peut le dire, et qui est tout aussi remarquable aujourd'hui qu'il était à l'époque, parce qu'il a un langage tellement clair et tellement direct et tellement bien pensé que on le lit, on y croit, on dit oui, on fait ça, ça va résoudre le problème. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le problème du parc, oui, vient peut-être un petit peu de son architecture, de son design, mais essentiellement, il vient du fait que le parc est sous-utilisé et qu'il n'invite pas le public, et que si les gens venaient, ce serait plus du tout un environnement où le crime pourrait être florissant, et on pourrait donc récupérer le parc pour les citoyens de la ville. Et il fait Oui. toute une série de recommandations
Alors peut-être avant Très d'y venir, pratique. il fait déjà dans les constats, c'est déjà vraiment intéressant parce que il dit quelque part, non en fait la criminalité n'a pas envahi le parc, c'est finalement les utilisateurs lambda, normaux, classiques, qui sont partis. Et donc on voit plus que ces usages dits déviants qui sont présents. Rien que dans les constats, il y a énormément de choses qui sont extrêmement limpides. On est loin du PowerPoint C'est ça. de consultants avec des trucs compliqués. On est sur d'ores et déjà une forme de démarche qui est une démarche d'observation, mais aussi de comptage. Enfin, on retrouve aussi un esprit là-dessus avec la volonté d'objectiver les choses, d'objectiver les faits, notamment la fréquentation du lieu. C'est ça. William H. White, Holly White, lui, il croit à l'observation. Il est célèbre pour avoir mis des caméras pour regarder les chemins que suivaient les gens dans les espaces publics sur lesquels il travaillait, et il comptait à différents moments de la journée. Et tout ça, d'ailleurs, sont des pratiques que la gestion de ce parc continue à ce jour, entre parenthèses. Et pour dire, voilà, en fait, même quand on croit qu'il n'y a personne, en fait, il y a quand même 400 personnes dans le parc. Le problème, c'est que ces personnes, c'est surtout, c'est plutôt des mâles, plutôt des hommes plutôt que des femmes. Les femmes ne sont pas attirées par ce lieu, donc ça a tendance à restreindre le profil d'autres gens qui pourraient rentrer dans le lieu. Il dit aussi, les gens se perdent dans le parc, ils ne peuvent pas trouver le chemin de la sortie. Donc il y a vraiment des constats extrêmement pratiques sur les problèmes à résoudre et sur la manière dont fonctionne le parc. Et il a cette phrase qui est très rigolote, et il dit la situation est tellement mauvaise qu'elle est presque bonne, parce que même avec de petites améliorations, on aura un impact sur le parc qui va être très grand et qui permettra de communiquer une dynamique de succès de notre effort très rapidement. Et donc il fait des propositions, et qui d'ailleurs sont pas du tout de l'ordre de le concours international d'urbanistes, on rase tout, on recommence, etc. Pas du tout, c'est même l'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est de dire, voilà, alors faut tailler les haies, comme ça on pourra voir dans le parc depuis l'extérieur. Un de ses constats, c'est qu'en fait le parc est un peu caché, même s'il est en plein milieu du centre-ville. En fait, il est isolé de la rue et de la vie de la ville. Il dit, il faut enlever les grilles qui l'entourent, ça fait trop prison. Il dit, l'idée, quand le parc avait été rénové, on voulait en faire un sanctuaire et le couper de la ville. Et en fait, c'est une très mauvaise idée, parce que ce qu'on voit, c'est que pour qu'un espace public soit vivant, il faut qu'il soit intégré. Et ça, c'est beaucoup plus une expérience européenne. En Europe, on a beaucoup plus... La place européenne typique, c'est quoi? C'est des terrasses de café qui entourent un lieu avec un élément central qui fait un élément de triangulation et à partir duquel les gens se repèrent et se regroupent. Mais il y a énormément de vie autour de cet espace. Aux États-Unis et au Canada en général, on n'a pas du tout ça. On a des espaces qui sont isolés par des rues et qui sont un petit peu coupés de la vie de la ville. Et donc lui, à mon sens, il est le premier à dire ça, à dire le parc est coupé de la ville, donc il faut le réintégrer autant que possible. Donc enlever les obstacles visuels, faire des trouées à certains endroits pour que les gens puissent retrouver leur chemin. Il faut remettre en route les toilettes. Il faut un stand où les gens puissent acheter quelque chose à manger. Et puis après, il a cette intuition extraordinaire, et je sais qu'on veut en parler, qui va bouleverser le paysage public du continent nord-américain jusqu'à ce jour, en faisant d'ailleurs la fortune de quelques boîtes françaises. Et il dit, il faudrait mettre des chaises pour que les gens puissent s'asseoir, parce qu'il n'y a pas assez d'endroits dans le parc où ils peuvent se poser. Et donc voilà, donc ça, il y a d'autres constats également. Et puis après, il dit, il faudrait avoir quelques employés qui puissent entretenir le parc, etc. Mais tous les éléments principaux de ce que va devenir le placemaking en Amérique du Nord sont dans ces 3-4 pages de rapport de William H. White. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, ce qui se passe derrière, c'est que les gens de la bibliothèque le prennent très au sérieux et disent, bon, ben, on va le faire. Alors, il y a une négociation un peu compliquée qui s'engage. Je vais vraiment faire un raccourci pour pas qu'on perde de temps pour aller à l'essentiel. Mais en gros, la ville dit, bon, bah, d'accord, on pourrait faire tout ça, donnez-nous de l'argent et on va le faire. Et la bibliothèque et le fonds Rockefeller disent, ah non, vous êtes gentil, mais on vous respecte, mais vous n'avez aucune capacité d'action. Mettons-nous ensemble, créons un organisme intermédiaire, qui est une espèce de pont entre le secteur public et le secteur privé. Et là encore, c'est un modèle
qui va se développer ça va se développer comme une traînée de poudre partout sur le continent. Et donc, on crée un organisme à but non lucratif, NGO, qui va s'appeler la Bryant Park Restoration Corporation, qui est une structure de droit privé, mais avec des objectifs de service public, qui va avoir des financements publics et privés, et la mission de faire la transformation du parc et puis sa gestion au jour le jour. Et ça va prendre un certain temps, ça va prendre plus de 10 ans pour que ça se mette en place, pour que l'argent se mette en place, pour que tout ça se fasse. Et je passe sur de nombreux détails. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette structure, elle va développer en partenariat avec des architectes un programme de mise à jour, on va dire, du parc, avec des petites choses toutes simples. On va ouvrir des escaliers, on va faire des paliers sur les points d'entrée vers la rue, on va enlever les haies, on va ouvrir des entrées, on va mettre de l'éclairage. Donc des choses simples, mais qui vont avoir un vrai impact sur la manière dont les gens peuvent vivre leur parc. Et puis après, cette structure, elle va dire, on va avoir nos propres employés. On va avoir des vigiles de sécurité qui sont pas là pour chasser les gens, mais qui sont là pour leur apprendre comment fonctionne l'espace et pour assurer une mission de sécurité et puis aussi appeler la police si jamais il y a vraiment un problème. On va avoir des agents d'entretien qui vont ramasser les saletés, les papiers, etc. et qui vont avoir un horaire qui va être aligné avec celui de l'utilisation du parc. Là encore, ça a l'air tout bête, mais c'est pas du tout ce qui se passait avant. Je veux dire, les employés de la ville, ils venaient le matin puis ils partaient. Alors que là, maintenant, on va avoir une adéquation entre les ressources humaines et l'utilisation de l'espace. Et puis, on va avoir, et là encore, c'est quelque chose qui va se développer énormément dans tout le pays, tout un volet de programmation. Et la programmation pensée non pas seulement avec des grands événements, des concerts, des choses comme ça. Il y avait toutes sortes de beaux événements qui se passaient à Bryant Park, même avant. Et quand il y avait l'événement, et William H. White le dit dans son rapport, il dit « Tant que le concert est là, c'est formidable, mais 20 minutes après, la situation se renverse et on est de retour dans un espace hostile et auquel les gens ne veulent pas, avec lesquels les gens ne veulent pas engager. » Mais avoir un petit maillage d'activités. Et là encore, pour résumer, l'idée de Hollywood, c'était de dire la plus grande activité que les gens veulent faire dans l'espace public, et nous on le sait bien dans notre culture européenne, c'est de regarder les autres gens, ce que les Américains appellent le people watching, regarder les gens. Et nous on le fait depuis les terrasses, on le fait en regardant la vie de la rue, ça fait partie de notre culture, mais dans le monde anglo-saxon, ça n'existe pas. Le pub anglais, anglo-saxon, c'est un espace intérieur, c'est pas un espace extérieur. Et donc, il dit, ce qu'il faudrait, c'est avoir 10 activités dans le parc qui chacune vont attirer 10 à 20 personnes. Et si on a 10 activités qui ont chacune 20 personnes, on a 200 personnes tout le temps qui font quelque chose d'actif, d'intéressant, de visuel. Et si on a 200 personnes qui font quelque chose d'actif et de visuel, jouer aux échecs, jouer à la pétanque, faire une classe de tai chi, ou promener leur chien ou quelque chose, tout d'un coup, il y a assez de substance pour que les gens se disent « Ah, il y a quelque chose à voir, on n'a qu'à aller là, ça sera intéressant. » Et ça marche, c'est vraiment ça. Et quand on y pense, c'est un petit peu la formule qu'on a dans les plus beaux parcs parisiens. Il y a le jardin d'enfants, il y a le tennis au Luxembourg, il y a les bateaux avec lesquels on joue sur le bassin. Il y a toutes sortes d'activités aux Tuileries. Donc, dans les meilleurs parcs, on retrouve, ça fait partie de l'ADN, en fait, de l'espace public traditionnel. Mais c'est quelque chose qui avait été totalement abandonné après la Deuxième Guerre mondiale en Amérique du Nord. Et donc, lui, il remet ça au goût du jour et il dit voilà. Et donc, cette structure, la Bryant Park Corporation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite un club d'échecs, elle invite un club de pétanque, elle importe. Au début, ça va être 500 chaises, de la chaise bistrot française traditionnelle, qui au départ est produite par Moulin Galant, qui va être achetée après par Fermob et qui reste produite par Fermob, une boîte près de Lyon à ce jour, qui fait des choses exceptionnelles, et en mobilier d'extérieur. Et puis, elle fait toutes sortes de programmes culturels avec différentes organisations culturelles. Et la mayonnaise prend. Et tout d'un coup, on a un espace où il va y avoir, au lieu d'avoir 100, 150 personnes, on va avoir 500 personnes, puis 1000 personnes.
Et puis aujourd'hui, à l'heure du déjeuner à Bryant Park, c'est pas rare qu'il y ait 4000 personnes dans le parc, hein, avec plus de 2500 chaises et plus de 800 tables disponibles pour le public. Alors, tu commences à aborder là cette question des chaises. J'aimerais que tu nous racontes ça quand même. À la fois que tu nous racontes l'histoire de ces chaises françaises qui se retrouvent au cœur de New York, mais aussi le symbole de ça. Qu'est-ce Voilà. que ça signifie une chaise? Parce que là on est sur l'inverse du mobilier fixe. Hein, justement, sur C'est lequel ça. on attribue un usage. Donc, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça nécessite quelque part? Voilà. C'est c'est quoi la réalité autour du fait d'avoir 5 chaises là en plein milieu de la place? Enfin 5, là c'est des milliers, Ouais. mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais me permettre là encore une petite parenthèse. Moi, nous, on a placé notre boîte pour vraiment travailler avec les architectes. Et c'est très intéressant que quand on voit des projets de rénovation d'espaces urbains, les architectes, ils sont pas attirés par la chaise. Ça leur parle pas, le mobilier mobile. Et c'est quelque chose qu'ils devraient réintégrer à leur vocabulaire parce que c'est un outil extraordinaire. C'est comme de faire de la cuisine sans sel, quoi. C'est pas une bonne idée. Il faut vraiment l'intégrer. Alors la chaise, c'est quoi? Ça vient de cette intuition, là encore, qui était de dire, si on veut avoir, William H. White, il dit, il faut qu'on ait 400 personnes par acre. Hein, on va dire, il faut 800 personnes par hectare minimum, 1000 personnes par hectare, pour qu'on ait un espace vivant, qui soit vraiment accueillant pour le public. Et, donc, il dit, comment on va accueillir 1000 personnes dans l'espace? Et il dit, il faut qu'ils puissent s'asseoir. Parce que c'est pas tout le monde qui veut s'asseoir sur du gazon, puis le gazon, il n'est pas souvent disponible. Et puis les bancs, les gens, ils aiment bien, je veux dire, à New York, surtout dans un parc très encaissé, avec des grandes tours autour, le soleil, c'est un petit peu un bien rare. Et donc, et puis l'été, c'est trop chaud, l'hiver, c'est trop froid, etc. Donc, le banc, il est accueillant qu'à certains moments de la journée ou de l'année, hein, on va dire. Alors que la chaise, ce qu'elle fait, c'est que on peut la déplacer comme on veut et on peut s'adapter à son environnement selon son goût du moment. Et là encore, c'est des choses très simples, mais c'est vraiment très, 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 très fort en quelque sorte. Et c'est extrêmement rare. Moi, j'ai observé des gens, j'ai travaillé pour Bryant Park pendant 15 ans. C'est presque jamais qu'on voit quelqu'un s'asseoir sur une des chaises du parc directement. Ça n'arrive pas, ou très, très, très peu. Les gens, presque invariablement, vont prendre la chaise et ils vont la bouger, même si c'est d'1 centimètre, et ils vont l'orienter, même si c'est de quelques degrés. Et il y a un acte d'appropriation extrêmement fort qui se fait quand les gens font ça, pour dire, voilà, j'ai marqué ma place, j'ai marqué mon territoire, je choisis mon confort, là encore un sentiment très américain, celui du confort, et voilà, et maintenant je vais être bien. Et ça marche pour l'individu, mais ça marche aussi pour le groupe. La chaise, elle raconte en fait la relation des gens entre eux, puisque si on est très, très, par exemple avec ma petite amie, avec ma femme, avec mes enfants, je vais être très proche, les chaises vont être proches. Avec mes collègues de travail, si on va tous prendre notre déjeuner ensemble dans le parc, on va être un peu plus éloignés les uns des autres. Et puis des fois, quand on veut peut-être s'engager en conversation très bravement avec des gens qu'on ne connaît pas dans le parc, on va être proche, mais pas trop proche, hein, histoire d'entendre ce qui se dit et de pouvoir intervenir. Et donc il y a tout un ballet en fait des chaises qui racontent les préférences des uns et des autres et qui racontent les liens des individus les uns avec les autres. Et c'est très beau, très suggestif et très 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 efficace comme outil d'urbanisme et d'utilisation de l'espace public. Donc ça, c'est ce qui se passe demain. Ouais, pardon, vas-y. Ouais, non, mais justement, on voit bien l'utilité et en même temps, dans la conception et la gestion de l'espace public lambda, j'ai envie de dire classique, avoir du mobilier urbain en plus de qualité. On n'est pas en train de parler là Voilà, c'est ça. de mobilier basique, etc. On est sur des objets qui sont posés comme ça, où tout le monde peut partir en courant avec, etc. Ça demande à la fois de la confiance et de la gestion. Et donc, quelque part, c'est aussi le symbole d'une autre façon de gérer l'espace public, c'est-à-dire là on n'est pas sur un espace ouvert à tout le monde, il est ouvert certes, mais il est aussi géré. Tu parlais de l'animation, mais c'est une gestion du quotidien. Derrière ces chaises, en fait ça suggère des lieux intensément pensés, animés, gérés. Oui, tout à fait. Et il y a énormément de signaux, à la fois visuels, directs et indirects, qui transmettent ce message. Le fait que les toilettes soient
impeccable et magnifique. Alors, si vous n'avez jamais vu, pour notre public, si vous allez à New York, venez visiter les toilettes de Bryant Park. Je pense que c'est sans doute les plus belles toilettes publiques au monde. On va organiser Et ça. voilà. Et quand vous rentrez, vous faites face à un bouquet de fleurs comme dans les plus grands hôtels et un grand miroir. Et vous allez entendre de la bonne musique. Et tout de suite, il y a un message. C'est pas rare que les gens s'arrêtent et ils disent waouh. Et parce que c'est tellement inattendu. Et pareil, il y a les fleurs, il y a des belles fleurs partout dans le parc, le mobilier urbain, tout ça. Il y a plein de signaux qui disent tout ça ne peut pas exister dans un environnement chaotique, hostile ou dangereux. Tout ça ne peut exister que dans un environnement civilisé, hein, au sens noble du terme, euh, sécuritaire, comme disent nos amis canadiens. J'adore ce mot sécuritaire, mais en fait un espace sûr et donc où il y a, comme disent les Anglais, somebody's in charge. Il y a quelqu'un qui s'occupe de cet espace. Et ça, c'est très important parce que l'autre intuition, c'est de dire que sur le long terme, ça coûte beaucoup moins cher de gérer du succès et d'introduire des éléments qui donnent cette image et qui attirent des gens, plutôt que de gérer de l'échec et d'être constamment dans une logique policière, répressive, qui ne marchait pas en fait. Ça ne marchait pas du tout. Et bon, c'est pas si facile que ça. Hein. Bon, il y a quand même pas mal d'éléments à mettre en place avant qu'on y arrive, et il y a un rôle très important du maintien de l'ordre. Mais l'ordre, c'est un ordre qui est l'ordre qui est privilégié par le plus grand nombre des utilisateurs et qu'ils acceptent pour eux-mêmes. Et c'est les utilisateurs qui sont les principaux agents de la mise en place et de l'entretien de cet ordre public dans l'espace public. Donc voilà. Et donc ces espaces de gestion, oui. Donc si nous on compte les chaises à Bryant Park qu'on jette ou qui manquent et on fait un inventaire régulièrement. Donc si mettons qu'il y ait 3000 chaises dans le parc, on en achète peut-être 800 par an. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même renouveler presque un tiers du parc tous les ans. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on en jette, mettons 650, 700 par an, parce qu'elles sont cassées, parce qu'elles sont trop vieilles, parce qu'elles ont vu trop d'utilisation. Elles ont une utilisation assez intense. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la perte qui est liée au vol ou à la fauche, c'est pas grand-chose. Hein. La vraie raison de la perte, c'est l'utilisation du bien. Et moi, je fais une image un peu provocatrice. Hein. Je dis, oui, et puis aux toilettes, hein, le papier toilette, c'est un taux de remplacement de 100%. On le récupère pas du tout. Donc, c'est simplement d'intégrer le mobilier mobile dans les éléments qui sont à utiliser tous les jours dans la vie du parc. On les intègre dans le budget. Et la valeur qu'on en dérive est bien plus grande que le coût qu'il faut supporter pour les utiliser. Mais on a effectivement ces organismes de gestion qui ont toutes sortes de sources de revenus, qui ont donc cette vision de long terme de dire oui, ça vaut le coup d'introduire ces éléments parce que ça marche pour la vie de l'espace. Avec une spécificité, hein, je pense que ça vaut le coup d'insister dessus. C'est que là, on est en train de parler de gestionnaires qui sont des gestionnaires de nature privée, qui sont des tiers à la collectivité finalement, qui sont ni propriétaires des lieux, ni en charge d'eux. C'est pas l'institution publique. Sur un statut, on va dire associatif, NGO ou autre, en tout cas non commercial en tout cas. Tout à fait. Mais extérieur quand même à la collectivité. Ouais. Et ça marche parce que, alors si on peut faire encore une parenthèse, on peut parler il y a une économiste qui s'appelle Elinor Ostrom. C'est la première femme à avoir eu le prix Nobel d'économie. Maintenant, il y en a 3. Mais c'est elle qui a eu le premier. Elle a un concept, le concept qu'elle a inventé, ou qu'elle a décrit, ou qu'elle a découvert, ça s'appelle la polycentricité. Et ce qu'elle explique, c'est là encore je fais court, c'est que quand on a des acteurs de secteurs multiples, j'utilise le terme acteur bourdieusien, pour gérer un bien commun, on va avoir de meilleurs résultats que si on a un seul acteur qui le fasse. Et donc, quand le secteur privé, là, le conseil d'administration de ces organisations, typiquement, ce sont des conseils d'administration mixtes avec des gens du public, hein, la ville, les élus, les gens du privé, les propriétaires immobiliers, les locataires, les commerçants, des gens du secteur de la vie civile, hein. Dans ce cas-là, c'était la bibliothèque pour Bryant Park, par exemple, ou culturelle. Et ces gens-là sont responsables pour la mission de l'organisation. Et la mission,
c'est d'offrir au public un espace public de grande qualité. Donc on est vraiment dans la mission de service public, comme je l'avais dit avant, là je reviens là-dessus, c'est de la mission de service public, mais c'est pas du service public au sens où on a une fonction publique qui va le gérer. Et d'une certaine manière, pas que ce soit impossible, hein, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas que les gens du public sont pas plus bêtes que nous, hein. C'est juste que le secteur public a évolué depuis le 19e siècle pour être finalement très restrictif dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut accomplir, en matière, par exemple, de recrutement, en matière d'achat, en souplesse d'action. Et donc, l'idée de ces structures, c'est de se séparer des lourdeurs administratives, on va dire, de garder le côté le plus noble du secteur public, c'est-à-dire l'action au bénéfice de tous, mais d'utiliser les avantages du secteur privé pour y arriver. Moi, quand à Bryant Park, s'il fallait que j'engage quelqu'un, par exemple, si on devait déneiger, c'est très rare qu'on ait un gros événement de neige, mais notre équipe du parc, elle ne pouvait pas gérer. Il fallait qu'on dégage des centaines de mètres de trottoir en très très peu de temps. Et ben, j'allais à la banque et puis je sortais $2000 en cash et je mettais une annonce sur Craigslist à l'époque et je disais $20 de l'heure, vous venez avec une pelle, vous venez déneiger, et puis je donnais de l'argent en cash aux gens à la fin de la journée. Et donc on pouvait vraiment. Et ça, dans le code des marchés publics, c'est compliqué, oui, c'est sûr. Oui, voilà, on n'est pas du tout dans une démarche de. Voilà, c'est l'exemple parfait. Et puis on peut pivoter d'une mission à une autre très très vite. Si on devait, par exemple, faire une licence pour nos kiosques de nourriture, on pouvait très très rapidement. On pouvait avoir des conversations en amont avec toutes sortes de gens, sans faire une requête. C'est-à-dire qu'on était libre de la manière dont on négociait nos relations commerciales. Alors, il y a quand même un peu de règles de marché public, je veux pas non plus dire que ça se fait n'importe comment, mais c'est tellement plus flexible, et d'une certaine manière, ça donne envie, en fait, à nos partenaires publics, parce qu'ils disent, mais si seulement nous, on pouvait faire ça comme ça, nous aussi, on serait beaucoup plus efficace. Alors, flexibilité permet, oui. et gouvernance collective aussi, c'est-à-dire que à la tête de ça, on met finalement l'ensemble des parties prenantes du lieu, qui ne sont pas que la collectivité, mais aussi, comme tu le disais, là dans ce cas-là, la bibliothèque, mais aussi d'autres acteurs qui sont présents. Ouais. Et d'une certaine manière, on est même beaucoup plus réactif vis-à-vis du public que le secteur public. On publie des rapports, les chiffres sont publics, la réunion annuelle de l'organisation est ouverte au public. Les gens peuvent poser des questions, c'est-à-dire on peut intervenir d'une manière qu'on pourrait jamais le faire avec le commissaire des parcs de la ville ou d'autres. Et le parc répond, si vous lui posez une question sur Facebook, le parc va répondre en 24 heures avec une explication de fond, pas seulement une explication relation publique, mais dire voilà, on fait cette chose-là pour cette chose-là, voilà la raison, merci de votre commentaire, on va intégrer votre commentaire dans notre fonctionnement. Et il y a énormément de la gestion du parc qui est venue en fait de réaction aux conseils, recommandations ou critiques, souvent, critiques du public qui l'utilise. Donc là encore, c'est pas parce qu'on n'est pas une structure de service public qu'on n'est pas au service du public. Bien au contraire dans ce cas-là. Alors, on va prendre de la hauteur et puis l'heure tourne. Hein. Oui. Et puis, tu as vécu ça et d'autres choses, d'autres lieux. Alors, aujourd'hui par des missions de conseil avec Belleville Placemaking, mais aussi, tu as pu travailler, intervenir sur d'autres lieux comme aussi emblématiques que la Highline à New York. J'ai une question très simple, mais de toutes ces expériences, de toute cette fréquentation finalement de lieux dans cette logique de vie, de mise en vie, je ne sais pas comment dire, c'est quoi pour toi la recette? C'est-à-dire comment faire vivre un espace public ou comment concevoir et organiser un espace public pour qu'il vive, qu'il soit vivant, qu'il soit vibrant finalement? Alors, c'est une question très difficile parce que c'est à la fois tellement simple et tellement compliqué. Souvent, moi, je pense qu'on reçoit tous sur les médias sociaux de toutes sortes de vidéos. Moi, j'aime bien regarder des vidéos de cuisine pour essayer d'améliorer mes médiocres talents. Et il y a une phrase que les restaurateurs, que les chefs répètent tout le temps. Et ils disent toujours, c'est vraiment compliqué de faire simple. Et je crois que c'est ça l'essence de l'espace public. Il y a des choses qui marchent partout. Il y a vraiment des désirs universels de la part du public, des hommes et des femmes. Et je pense
de toutes les cultures. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, qui me motive vraiment dans mon travail. Je pense que il y a en anglais, le yearning, ce désir au fond de nous pour être dans des endroits qui sont beaux, qui sont agréables, qui nous stimulent sentimentalement et intellectuellement. Mais après, il y a la manière de trouver une expression qui soit adaptée à chaque endroit. Et là, à chaque fois, on est dans un contexte différent. Et je pense qu'il faut s'adapter au lieu, aux gens qui sont là. Les Américains aiment beaucoup dire le mot communauté. Je ne sais pas si communauté c'est le bon mot. Je pense que c'est un mot qui en fait n'est pas idéal, mais je vais dire au public, à notre public, aux citoyens. Et ça demande à la fois, je pense, une bonne connaissance des principes généraux qui marchent. Les gens aiment le soleil, les gens aiment l'eau, les gens aiment pouvoir se poser, les gens aiment ils aiment pouvoir engager avec les activités au degré où ils se sentent confortables, c'est-à-dire pas se sentir trop poussé, mais pas se sentir trop exclu. Les gens aiment manger et boire en extérieur, toujours. Tout ça marche tout le temps. Et puis après, il y a des préférences locales qui sont vraiment le produit de la nature, des cultures locales, des activités. Ça peut avoir avec quel genre de musique on aime, quel genre de choses on veut voir dans les parcs, à quelles heures on va les occuper, etc. Donc tout ça, ça peut être très spécifique. Mais ce que je crois, c'est que ça peut marcher partout. Je veux dire, il n'y a pas de culture dans laquelle ça puisse pas marcher. Il n'y a pas de niveau socio-économique dans lequel ça puisse pas marcher. Il n'y a pas d'âge qui exclut. Vraiment, il n'y a aucune raison pour que chaque place, parc ou petit espace public de quartier ne puisse pas être vibrant et un vrai cœur de son quartier. Franchement, on peut faire ça n'importe où, mais ça demande beaucoup de travail et ça demande une attention constante. On peut pas, ça peut un peu marcher en continu, mais ça marche toujours parce qu'il y a des gens qui vont s'investir dans le succès de l'espace. Ça, c'est aussi une constante à laquelle je crois. Des lieux vivants qui sont sans doute bien pensés, mais animés, gérés, etc., accompagnés finalement. Donc il y a des savoir-faire, mais encore faut-il les mettre en œuvre. Et c'est pas juste l'éclosion de la vie tout à coup sur un espace public qui a lieu comme ça. Ça se pense aussi et il y a des savoir-faire. Bon, bah écoute, je pense que on aura d'autres occasions de parler de tout ça. D'autres lieux peut-être aussi à évoquer. Peut-être pour les auditeurs, est-ce que tu as un conseil de lecture pour aller plus loin, notamment sur ce sujet de Bryant Park, du placemaking? Alors oui, il y a un livre qui a été écrit par la personne qui m'a engagé et qui a vraiment débuté ma carrière. Donc c'est un avocat qui a inventé un petit peu tout le programme de Bryant Park qu'il a mis en place. Il s'appelle Andrew Manshel, Manshel, et il a écrit ce bouquin qui s'appelle Learning from Bryant Park, qui est un petit peu sur la couverture, il y a la chaise qui est aussi le logo de Belleville Placemaking, parce que c'est la chaise qui vraiment symbolise, je pense, plus que tout autre élément, l'impact de ces changements. Donc, apprendre de Bryant Park, Learning from Bryant Park d'Andrew Manshel, vous avez toute l'histoire, pas seulement sur le parc, mais à plein d'autres endroits. Et c'est vraiment ça se lit, c'est passionnant à lire, et puis c'est aussi vraiment pratique dans les recommandations de ce qui se fait et de ce qui peut marcher. Bien, écoute, merci pour ce conseil. On ne manquera pas de mettre les références et puis d'autres liens aussi dans la description pour que les auditeurs puissent aller plus loin. Jérôme Barth, merci beaucoup pour cet échange et à bientôt. Merci Sylvain, et puis à bientôt.